chaque cercle de pensée garde son organisation, garde ses organes de presse, etc., mais met dans un panier commun un certain nombre d'idées sur lesquelles tout le monde est d'accord. Et sur cette base-là, j'avais suggéré aussi que, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais là aussi ça n'a pas été une réussite, la formation d'un contre-gouvernement, la gauche socialiste. Finalement, la gauche, c'était François Mitterrand à partir de 1981. La Jeune République a donné son accord, du reste, au vote en faveur de François Mitterrand. Pour parler de la politique d'union de la gauche de la Jeune République en 1972, il faut commencer par évoquer la mémoire de Maurice Lacroix, qui en 1935-36 était secrétaire de la Fédération de la Seine et qui a joué un rôle très important dans ce rassemblement des forces populaires d'avant la guerre. Maurice Lacroix, je vous le rappelle, était un grand helléniste. Il était professeur de grec en Cagne à Henri IV. Il a publié un dictionnaire grec-français. Et en 1935 et 1936, il est intervenu auprès des grands leaders de l'époque qui étaient Léon Blum et Maurice Thorez, pour que soit respectée la laïcité dont on parle tant aujourd'hui. Maurice Lacroix définissait la laïcité comme la politique d'un État totalement neutre sur le plan religieux. Alors que les partis de gauche, communistes et socialistes, avaient tendance, non seulement bien sûr à pratiquer une traditionnelle politique anticléricale, mais à vouloir imposer en quelque sorte, non point un État neutre, mais un État athée, un État anti-religieux. Et dès cette époque, Maurice Lacroix est intervenu pour défendre la laïcité telle qu'elle était conçue avant la guerre comme une politique de neutralité intégrale de l'État dans le respect intégral de la conscience de chaque citoyen. Alors il y a un lien entre l'action de Maurice Lacroix avant la guerre et celle que nous avons menée au cours des années 60 dans cette perspective d'union de la gauche. Il y a ces colloques de 1963-64 organisés par Brutel, qui avait pour but un petit peu de rassembler tous les socialistes au sein d'une organisation commune. Et je me souviens que François Mitterrand est intervenu à ces colloques, ainsi que Jacques Delors, ainsi que Michel Rocard, Pierre Biondini et moi-même, nous y représentions la JR. Donc c'était déjà, à cette époque-là, une tentative de rassemblement d'union de la gauche sans exclusive, c'est-à-dire sans mettre hors jeu le Parti communiste, qui à l'époque représentait quand même le monde ouvrier. Et la Jeune République n'a jamais voulu se couper du monde ouvrier, mais au contraire de maintenir des relations
avec le Parti communiste, qui était quand même le parti de la classe ouvrière à l'époque, qu'on le veuille ou non, dès lors qu'il existait une incompatibilité idéologique à un certain niveau entre le Parti communiste et la Jeune République. C'est-à-dire que, comme l'eau et l'huile, il n'y avait aucun risque de mélange, à la différence de l'Union progressiste qui était, et d'autres organisations un peu crypto-communistes. Jamais la Jeune République n'a été crypto, parce qu'il y avait une sorte d'incompatibilité de nature. Et en raison même de cette incompatibilité de nature, nous avons été toujours aussi loin que possible dans les relations avec le Parti communiste. Lors des événements d'Algérie, en 1960-61, notamment les putschs des généraux, le secrétaire général de la Jeune République recevait lettre sur lettre signée Maurice Thorez, signé Jacques Duclos, signé Waldeck-Rochet, de telle sorte que le Parti communiste, comme il n'avait pas d'autre interlocuteur, nous considérait comme si nous étions un parti d'une grande puissance politique. C'était une sorte de paradoxe. Mais parce que nous maintenions le dialogue. Et je me souviens qu'au moment du programme commun de 1972, précisément parce qu'il y avait sur la laïcité des termes un peu ambigus qui nous avaient interrogés, j'ai adressé à Georges Marchais, prenant ainsi le relais de Maurice Lacroix, une lettre à laquelle il m'a longuement répondu pour tenter de me rassurer sur ce principe de la laïcité. Mais ce qui caractérise la Jeune République, c'est qu'en définitive, c'est son côté un petit peu marginal, un petit peu non conformiste. C'est ainsi qu'en 1965, si j'ai bonne mémoire, j'étais candidat sur une liste d'Union de la gauche dans les 5e et 6e arrondissements. La tête de liste était Thoirin, un ouvrier de la RATP, ancien résistant, et cette candidature était très mal vue. Je me souviens même que mon téléphone à l'époque a été coupé et je n'arrivais pas à le faire rétablir, et j'ai senti là, sans être paranoïaque, une sorte de mesure de rétorsion, parce que un certain nombre de gens n'admettaient pas que je puisse figurer sur une liste avec une tête de liste communiste. Et j'ai réitéré en 1971, j'étais également sur une liste d'Union démocratique avec une tête de liste communiste. C'est dire que ce rassemblement des forces populaires impliquait a priori l'union de la gauche sans exclusive avec le Parti communiste français. Et nous étions invités aux grandes messes des congrès nationaux du Parti communiste français comme personnalité. C'est-à-dire qu'ils nous ménageaient et qu'ils recherchaient notre participation. Il faut dire que nous étions extrêmement minoritaires, nous étions à peu près les seuls comme étant ni communistes, ni crypto-communistes dans ce genre de réunion. Les socialistes n'étaient pas là, et c'est Fiot, parce qu'ils redoutaient les communistes. Il y avait eu tous les événements des pays de l'Est, de telle sorte que nous étions donc le seul ciment, le seul trait d'union entre le Parti communiste et la gauche non communiste dans ces années 1960-1970, qui allait aboutir finalement au triomphe de la gauche
en 1981 avec le triomphe le succès de François Mitterrand aux élections présidentielles. Et là, en dehors des colloques socialistes, je me souviens d'une réunion au 25 rue du Louvre où il y avait François Mitterrand, Charles Hernu, Daniel Mayer, et là nous avons saucissonné en buvant une canette de bière et en évoquant la future France socialiste. À l'époque, nous étions à la recherche d'un candidat de la gauche à la présidence de la République, au 25 rue du Louvre, dans un local qui appartenait à Georges Beauchamp, qui était un ami, un fidèle de François Mitterrand. Et François Mitterrand, à l'époque, il baissait les yeux en les clignant quelque peu, comme vous vous rappelez, lorsqu'on évoquait quel pourrait être le candidat de la gauche aux élections présidentielles. Et il disait, mais Maurice Faure, par exemple, mais bien entendu, il ne se mettait pas en avant. Voilà comment se concoctait l'union de la gauche dans ces petits groupes qui, finalement, ont cimenté cette union qui a abouti au succès de 1981, aux deux septennats de François Mitterrand et le triomphe du Parti socialiste. C'est pour ça que, sur ce plan-là, la Jeune République, en maintenant le lien avec le Parti communiste, en participant à tout colloque socialiste, mais à ces différentes réunions, j'ai moi-même fait un topo sur la Confédération générale des forces de gauche au Club des Jacobins en 1963, grâce à Gérard Brisset, qui m'avait présenté à Charles Hernu, et c'est ainsi que, par des petits actes, nous avons contribué à ce succès de la gauche en 80. Mais tout ça, je reviens à la source. La source, c'est la défense du sujet, la défense de la personne. C'était notre motivation profonde. La motivation profonde des militants, qu'elle soit encore une fois consciente ou inconsciente, et qui explique notre persévérance et le fait que l'esprit de la JR a gagné dans l'opinion publique. Un journal comme La Croix, qui était jusque dans la fin des années 20, un journal très marqué à droite, antisémite, etc., le journal La Croix a assimilé le socialisme personnaliste. Et d'autres publications encore. C'est dire que nous n'avons eu aucun impact sur le plan vraiment politique. Et Jacques Delors lui-même, qui participe de notre esprit, il a été hué par un congrès du Parti socialiste. Et il s'est posé la question, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce qu'ils ont contre moi? Mais ce qu'ils avaient contre lui, c'est son inspiration. Parce que c'est un homme remarquable, mais la masse des militants socialistes éprouvaient une sorte d'allergie à son égard parce qu'il y avait cette inspiration qu'ils ne pouvaient pas admettre et qui nous a fait vivre jusqu'à aujourd'hui et à répandre et à multiplier et à développer nos idées dans des cercles, dans des milieux qui jusqu'alors nous étaient fermés. Donc il y a vraiment, j'allais dire en paraphrasant le cher Georges, un bilan globalement positif du parti de la Jeune République et des idées que nous avons défendues. Comment un parti qui se veut un socialisme personnaliste envisage la transformation sociale?
je reconnais qu'à l'époque du manifeste de Bierville, en 1975, nous avons défendu l'appropriation collective des grands moyens de production et d'échange. Donc nous avons insisté sur les nationalisations, pensant qu'une modification des structures économiques provoquerait certaines transformations sur le plan psychologique, tout en sachant que les problèmes personnels demeuraient personnels et que la transformation des structures ne pourrait pas totalement modifier et créer un homme nouveau. Alors, les années ont passé, on se rend bien compte que les nationalisations dans le contexte national et surtout international n'étaient pas viables. Donc, sur le plan strictement politique, si la Jeune République avait survécu à 1985, il est certain qu'elle n'évoquerait plus les nationalisations, mais et deviendrait une sorte de parti socialiste réformiste sur le plan des institutions, sur le plan des modifications.